Et salut YouTube, Siwaka. Nouvelle vidéo cette fois-ci pour vous présenter donc Adam Karabekh. L'information vient de tomber, Hugo Guimé vient de le confirmer, je tourne la vidéo juste après qu'il valide cette information. Il est prêté officiellement donc à l'OL avec une option d'achat de 3,5 millions d'euros. Donc voilà, c'est le bon moment pour vous présenter, vous préparer une petite vidéo sur lui pour le découvrir un peu mieux et savoir ce qu'il peut nous apporter. Donc voilà, comme je dis, hein, voilà, c'est vraiment dans le contexte. Hein, la vidéo se fait vraiment juste après cette information publiée par Hugo Guillemets. Donc voilà, il a passé sa visite médicale, il va être prêté et il sera qualifié donc pour le déplacement à Lens samedi. Donc plutôt bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on aura le joueur de disponible dans le groupe. Donc voilà, si on fait une petite présentation de Adam Karabekh, 22 ans depuis cet été, ailier droit milieu offensif, 1m87, donc plutôt grand de taille, gaucher, plutôt intéressant quand on va voir par la suite ce qu'on a comme joueur dans l'effectif en termes offensifs. International tchèque U21, 29 sélections et 5 buts. Son parcours, c'est 2 clubs, donc son club de formation, le Sparta Prague, et Hambourg, avec lequel il a joué là, du coup, la saison dernière. Donc je vous ai mis les stats, hein, du coup, qui viennent de Transfermarkt pour avoir un petit peu son détail. Et il a participé à 22 matchs de Coupe d'Europe. Et je prends quelques secondes pour vous remercier tous pour votre soutien jusque-là, ça fait très plaisir. Merci de continuer à me soutenir en regardant les vidéos, en likant, en commentant et en partageant. Continuez, ça donne de la force du coup pour continuer à vous proposer du contenu régulièrement. Merci. Donc comme d'habitude, voilà, pour les datas, j'ai pris ce qu'a publié Datascout, du coup pour avoir un petit visuel, un petit retour pour voir un petit peu ce qu'il en est sur ces datas. Ça nous permet un peu de voir un petit peu sur sa saison ce qu'il a fait, comment on peut le situer un petit peu. Ça donne déjà une première base sur le profil du joueur. Donc j'ai juste enlevé ma tête, que vous puissiez avoir toute l'image entière qui s'affiche sans que rien ne vous manque. Donc voilà, donc si on a tout ça qui est là, ça c'est bon. Voilà, donc vous avez donc ces datas qui sont affichées. Ce qui est intéressant, je trouve personnellement déjà à regarder, c'est sa heatmap. On voit que, donc j'ai suivi un petit peu, j'ai regardé un petit peu et je me suis renseigné un petit peu. Il jouait donc beaucoup au milieu de terrain, a priori. Il a beaucoup joué au milieu de terrain, 8 qui s'excentre, un 8 qui s'excentre pas mal. Donc ça, on le retrouve un petit peu quand on voit sa hitmap. On voit qu'il est énormément présent sur le côté droit de l'attaque. Donc, parce que principalement c'est son poste hein, de prédilection, le poste d'ailier droit, donc ailier droit qui rentre à l'intérieur sur son pied gauche. Donc, mais a priori, il aurait joué aussi beaucoup dans l'axe, en tant que milieu 8 offensif. Quand on voit sa hitmap, effectivement, on peut le comprendre, le 8 offensif qui s'excentre, qui va beaucoup se déplacer sur les côtés, donc soit à gauche ou à droite. Donc voilà, on a l'air de le distinguer quand on regarde sa hitmap, on le distingue bien. Quand on regarde un petit peu ses datas aussi physiques, donc effectivement, on n'est a priori pas sur un joueur extrêmement rapide, ou en tout cas qui n'a pas montré ou démontré euh, une grosse volonté de faire des sprints. Parce qu'a priori, quand même, on voit que les grosses accélérations, le nombre de sprints et la distance en sprint, ainsi que la pointe de vitesse, il est assez bas par rapport en comparaison avec les autres joueurs de sa ligue. Donc c'était la Bundesliga 2 du coup. Par contre, à côté de ça, on voit que au niveau de distance parcourue, à intensité moyenne ou haute, le nombre de petites accélérations et de courses à haute intensité, il est quand même assez bien placé. Donc, c'est un peu paradoxal, mais c'est plutôt qu'il n'est pas très rapide. Je parle en termes de data. C'est pas un joueur extrêmement rapide, mais qui est capable de produire des efforts de course, qui est capable de courir, du coup et de faire des courses. Et ça, on a bien compris, ça a l'air d'être aussi une volonté de Paulo Fonseca et de la cellule de recrutement de recruter des joueurs qui ont envie et qui sont capables de répéter les courses à intensité modérée ou haute intensité au minimum, mais voilà, des joueurs qui sont capables de faire les courses, que ce soit offensives ou défensives. Donc ça, c'est plutôt, je pense, ce genre d'éléments qui ont intéressé la cellule de recrutement et Paulo Fonseca pour se positionner sur ce joueur-là.
Après, si on regarde un petit peu sur l'aspect technique, on peut noter qu'il touche effectivement à un certain bon nombre de ballons. Vu passe réceptionné, il est plutôt bien situé. Le passe dans le dernier tiers, il fait beaucoup de ce que je disais du coup, il fait beaucoup de passes vers le dernier tiers du terrain. Voilà, il cadre pas mal ses frappes. Voilà, après au niveau des buts, passes décisives ou autres, pas forcément une grosse saison. Voilà, il fait voilà, les stats sont à côté de toute façon. 3 buts, 8 passes décisives en 33 matchs. 3 buts, c'est pas énorme pour un joueur offensif. Maintenant, après, il y a peut-être aussi donc cette fameuse question de son positionnement. Parce que du coup, d'après ce que j'ai entendu, il a aussi beaucoup joué 8, donc comme certes offensif, mais quand même 8 en termes de position de base. Donc forcément, ça a un impact aussi sur ses productions offensives. Donc à en tenir compte forcément. Après, encore une fois, chez nous, il vient bien comme un joueur de complément. Il vient pas comme un joueur titulaire. Adam Karabekh, ça reste un joueur, pour ceux qui connaissent bien Football Manager, le jeu, un joueur qui, il y a quelques années de ça, était un gros prospect, un gros joueur, euh, ce qu'on appelle les Wonder Kids du jeu, qui n'a pas réussi à confirmer pour l'instant. Du coup, c'était il y a 2-3 ans, je dirais. Il était considéré comme très très bien coté justement par les très gros clubs. Il me semble que voilà, il avait une grosse cote sur le marché. Il était resté dans son club et en fait, il a jamais réussi à passer, on va dire, l'étape supérieure. Des fois, il y a des joueurs comme ça. Ils n'arrivent pas à passer l'étape supérieure. Ils ont besoin d'un changement d'environnement pour pouvoir produire et pour pouvoir se relancer en fait dans leur carrière. Voilà, il y a des joueurs comme ça. Des fois, au bout d'un moment, il faut réussir à passer à l'étape d'après. Et des fois, il faut juste ce changement d'environnement pour pouvoir relancer la machine. Donc, déjà, on va lui souhaiter, et nous le souhaiter nous-mêmes, parce que ce serait quand même bien qu'il performe chez nous, parce que à 3,5 millions, si on avait récupéré un joueur intéressant, gaucher, milieu offensif, capable de rentrer à l'intérieur en partant du côté droit, ce serait quand même assez intéressant pour nous. Donc voilà, à suivre du coup par rapport à ces datas, et on va nous ensuite maintenant se regarder surtout niveau vidéo, ce qui peut nous apporter. Donc là, je vous ai sorti des séquences. J'ai pris en gros ces 5 derniers matchs. Ces 5 derniers matchs joués de la saison avec Hambourg. Pour voir un petit peu ce qui peut nous apporter. J'ai sorti quelques séquences défensives, quelques séquences offensives. Pour voir un petit peu le style de joueur et ce qui peut justement nous apporter nous sur le terrain. Ce qui peut être intéressant du point de vue de Paulo Fonseca et de son staff. Allez, on se regarde ça tout de suite. Et donc voilà, je vous ai sorti donc quelques séquences défensives puis offensives qu'on va regarder et s'analyser tranquillement pour voir un peu et comprendre le style de joueur, comme je dis, ce qu'il peut éventuellement nous apporter. Donc là, c'est une séquence de pressing assez classique, voilà. Il vient au pressing de son adversaire, hop, petit regard pour savoir si son équipier a suivi la séquence de pressing, et là, on vient, et comme vous voyez, ce qui est intéressant, c'est on bouche la ligne de passe. En ayant regardé l'adversaire pour se positionner, on bouche la ligne de passe vers le défenseur central le plus proche pour éviter qu'il puisse recevoir un ballon simple de la part du gardien. La séquence se finira par un dégagement du gardien. Deuxième séquence, donc voilà, là ça va être une interception haute sur le terrain. Voilà, hop. Là, moi, c'est mon côté perfectionniste là, mais quand il récupère ce ballon, il aurait pu avoir, voilà, pour moi, il avait 3 possibilités. Alors, compliqué ou pas, c'est pas forcément la question, mais il y avait en tout cas un choix à faire, en tout cas d'une passe vers un équipier tout de suite, en ayant réceptionné ce ballon, plutôt que de faire le geste qu'il va faire. Alors il va obtenir une faute, il va obtenir le gain du ballon au final, et il aura tenté de dribbler son adversaire, mais voilà, dans cette situation, l'adversaire allait forcément faire une faute pour pas le laisser partir. Mais il y avait potentiellement 3 possibilités de passes à faire. Donc le plus simple aurait été vers le joueur vers lequel il est un petit peu dirigé, donc côté gauche du terrain, mais il aurait très bien faire une passe sur le côté droit ou vers l'avant. C'était certainement la passe la plus compliquée à faire, et peut-être même que son équipier était hors jeu, j'arrive pas à voir là sur l'image, mais voilà, bref. En tout cas, il y avait des possibilités de passe qui auraient été possibles de faire, voilà, mais c'est pas grave. Il va obtenir une faute et récupérer le gain du ballon, mais voilà. Là, là, j'ai pensé en fait à sa taille. Tout simplement, quand j'ai vu cette séquence, je l'ai vu 2-3 fois, des séquences comme ça sur corner, défensif. Là, j'ai pensé à son 1m87. Voilà, c'est lui qui vient faire le dégagement premier poteau de la tête. Donc ça peut nous servir. On n'a pas forcément une équipe très grande, et encore une fois, en dehors des défenseurs centraux, on va dire principalement.
Et généralement, les défenseurs centraux sont au marquage des joueurs adverses. Donc, avoir un joueur premier poteau ou qui peut être là sur cette zone-là, qui est assez grand, il n'y a pas besoin d'être excellent de la tête là pour pouvoir prendre des ballons et les dégager, mais avoir quelqu'un d'assez grand permet quand même d'intercepter ces ballons qui n'arrivent pas à passer le premier poteau, qui arrive premier poteau. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut nous servir aussi sur le terrain. Donc voilà, c'était 3 petites séquences défensives juste pour voir 2-3 petites choses. Donc c'était plutôt de voir qu'il est capable de faire du pressing et d'y mettre un minimum d'intensité, de faire des récupérations hautes en allant justement au pressing sur son adversaire. Donc encore une fois, il est capable de le faire. Il fait pas forcément beaucoup d'actions défensives, mais il est capable de le faire et d'y aller. Et donc là, on va passer surtout sur les séquences donc offensives, ce qui va nous intéresser. Donc voilà, là on est sur le joueur. On voit bien sa préférence motrice, hein. Il est dans l'axe, il pourrait faire une course directement dans l'axe et continuer, mais sa préférence motrice, c'est de venir sur ce côté droit. Donc il va faire une course, et en plus, pour le coup, c'était assez bien joué, d'emmener une course côté droit avec son équipier qui partait plutôt lui dans l'axe. Donc c'était quand même très bien joué. Son équipier va tomber suite à une faute de l'adversaire, l'arbitre le voit, mais Karabekh va récupérer le ballon, donc l'arbitre laisse jouer. Parfait. Et là, il va s'orienter dans l'espace avec son pied gauche, mais son pied gauche l'emmène forcément donc sur son côté droit. Voilà, il arrive sur le côté droit, et là, il est positionné, et là, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, passe dans l'intervalle pour son équipier, et ça donne un ballon donné dans la surface. Donc c'est bien. Moi, c'est ce que j'aime sur ce genre de joueur. Il n'est pas parti tête baissée pour essayer d'aller provoquer inutilement son adversaire. Il s'est arrêté, il s'est repositionné un petit peu à l'intérieur pour voir s'il n'y avait pas un appel de balle. Il y a eu un appel, il le met directement pour son équipier, pour le servir dans la surface. Donc là, c'est plutôt donc une course offensive. Voilà, il va se proposer et faire une course dans la profondeur. Il passe devant son adversaire, il récupère le ballon. Là, on en revient aux préférences motrices du joueur et le fait qu'il soit gaucher quasi exclusif. Il aurait pu certainement, par un geste, il aurait fallu un geste technique ou s'orienter différemment, partir vers le but, vers la ligne de but. Ça aurait impliqué d'y aller avec son pied droit ou d'une autre manière. Mais ça aurait certainement aussi mis dans le vent l'adversaire qui, à aucun moment, ne s'y serait attendu. Donc lui, sa préférence motrice et sa façon de jouer, et son fait qu'il soit gaucher, va le ramener plutôt vers la ligne de touche, comme vous le voyez là avec l'image, avec la flèche rouge. Il revient, l'adversaire vient en contact, il y a la petite main pour le bloquer, pour le laisser à distance et conserver le ballon, donc plutôt pas mal pour la conservation de ballon. On regarde, la tête est levée, on regarde autour de soi ce qu'il y a comme possibilité. Pour l'instant, il n'y a rien, on attend. Il voit que le coéquipier déclenche une petite course, et là, hop, petite passe intérieure. Personnellement, j'adore, moi, les petites passes intérieures comme ça. Donc, il va falloir travailler justement avec nos joueurs sur ce type de déplacement intérieur comme ça, là, prendre ces espaces, parce que il est capable de les faire. Voilà, il est capable de les faire et de les donner. Donc ça, il va falloir qu'on profite aussi de cette qualité de passe-là. Donc là, voilà, récupération du ballon, il s'oriente sur son pied gauche. Là, j'ai noté les 4 joueurs, en fait, qui font une proposition potentielle d'appel, qui peuvent être 4 joueurs servis. Là, si on va dire, si tout de suite, là, il fait une passe, il y avait juste une petite passe à faire à l'intérieur sur un des deux offensifs, le 9 ou le joueur juste avant lui. Au loin, il y avait le numéro 7, j'ai l'impression, qui réclamait le ballon, qui aurait pu être aussi servi avec son pied gauche. Je pense qu'il aurait pu faire une diagonale là pour le servir. Il va prendre tranquillement son temps pour regarder le ballon. Hop. Il a vu qu'au final, au moment où il décide de faire son choix de passe, c'est son équipier tout au long de la ligne en haut à droite, sur le côté droit, qui a fait le meilleur appel et qui est le plus avancé au final et qui a passé son adversaire direct. Et ben c'est lui qui va être servi dans la profondeur. Voilà. Et le ballon va arriver dans les pieds de son équipier. Donc ça, c'est une autre séquence. Voilà, donc c'est Karabekh qui reçoit le ballon sur le côté. Et là, il va aller provoquer son adversaire. Balle au pied. Voilà, on va au contact. On essaye, là vous voyez, il est en train de faire un passement de jambe pour essayer de dribbler. Là, éventuellement, il y avait peut-être une passe à ce moment-là sur son équipier. Je l'avais pas forcément noté d'ailleurs quand j'ai sorti les images. Peut-être même, il y avait peut-être une passe à tenter, s'orienter correctement pour tenter une passe directement sur le 9 dans la surface. Ça aurait pu pas se risquer, mais ça aurait pu être une passe aussi à tenter. Bon, en tout cas, voilà, il y avait le milieu de terrain qui était disponible à l'entrée de la surface, qui aurait pu être servi.
il était assez libre. Donc là, il est parti dans l'idée plutôt, lui, de faire un dribble. Donc d'y aller, de provoquer son adversaire direct. Donc là, il a fait un petit geste avec son pied gauche pour revenir à l'intérieur. Et là, du coup, ça va mettre son adversaire direct en difficulté parce que Karabekh est gaucher, il le sait. Et là, il voit qu'il revient vers l'intérieur, donc il s'attend à ce qu'il aille à l'intérieur pour se mettre sur une position certainement de frappe, de centre, voilà. Mais il va faire un petit geste et il va revenir avec son dribble, partir sur le côté extérieur, sur son pied droit, qui va conclure par une frappe du droit. Donc voilà, c'était plutôt bien joué quand même malgré tout au final, il a conclu son action. Une nouvelle séquence. Donc là, c'est une participation au jeu. Juste avant ça, il a participé, il a fait 2-3 séquences de passes déjà redoublées sur le côté. Je les ai coupées parce que voilà, ça n'a pas fait avancer plus que ça le jeu, mais c'était plutôt des séquences où il a fait des passes avec ses équipiers. Là, il reçoit le ballon, hop, et tout de suite, la passe dans l'intervalle de l'attaquant qui reçoit le ballon, et là, tout de suite, lui, il propose. Il revient tout de suite pour demander le ballon, il le reçoit, on contrôle et on frappe direct. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi d'avoir un joueur, j'allais dire assez instinctif, mais capable de prendre des décisions rapidement. Une passe, on fait une course, on reçoit un ballon, on est en position, on cherche pas 3 heures, on tire. C'est plutôt aussi plutôt une chose intéressante et qui peut nous servir. Autre situation, donc là encore une fois, hein, j'ai sauté la séquence, il y a eu plusieurs passes avant, donc ça continue. Il oriente le jeu vers le côté droit, et là, lui, il va faire un gros appel de balle dans la surface. Donc appel en 2 temps, un premier temps, et deuxième temps, du coup, c'est le moment où son équipier a vu son appel de balle, et va le servir dans la surface, dans l'espace. Il va recevoir le ballon, et là, en fait, c'est le problème d'être gaucher exclusif, c'est que dans sa course de balle et dans son positionnement, il va chercher absolument, et bon là on va pas se mentir non plus vu la position, il va chercher absolument à tirer, à vouloir conclure lui-même son action. On voit que dans la surface, potentiellement, il y a des joueurs, il y a 2 équipiers, dont un qui est assez libre dans la surface, qu'il aurait pu chercher à trouver, ça sera pas le cas. Mais là surtout c'est sa façon de faire sa conduite de balle en tant que gaucher, voilà. Il est obligé de s'éloigner du ballon pour se positionner sur son pied gauche et pour pouvoir avoir de l'angle pour frapper du pied gauche. Et donc du coup, le temps qu'il ait fait ça, ben, le moment où il frappe, et le défenseur a eu le temps de revenir. Donc voilà, ça nous permet d'avoir quelques séquences pour comprendre un petit peu comment on pourrait utiliser et comment il pourrait s'intégrer dans notre style de jeu. Donc ce joueur, s'il rentre sur le côté droit, d'être capable de combiner un petit peu à l'intérieur, il est assez attiré aussi par l'axe quand il part du côté droit. Donc chez nous, ça peut être plutôt pas mal en phase d'attaque, d'avoir ce joueur qui prend du coup l'intérieur à ce moment-là. On peut très bien avoir du coup en configuration avoir un Kumbedi, un Maitland Niles qui prend lui à ce moment-là le couloir plus dans la ligne de touche pour dédoubler. On a vu qu'il est capable donc d'aussi sur le côté faire des passes à l'intérieur. Donc ça aussi, hein, avec un Maitland Niles ou un Kumbedi qui sont capables de combiner et de faire des courses vers la surface. Il peut facilement aussi donc les chercher et les trouver. Donc voilà, il y a des choses intéressantes, je trouve, sur son style, qui peuvent nous être utiles en tout cas. Donc moi, sur les séquences que j'ai vues en tout cas, je comprends pourquoi on est intéressé à ce coup-là, et pour un joueur de rotation, parce qu'il faut quand même prendre encore forcément ces éléments en compte. Pour un joueur de rotation, avec un coût relativement faible, il y a des choses qu'il peut nous apporter, je trouve, et il peut nous être utile sur certaines séquences. Donc au niveau de son positionnement, on peut estimer qu'on le prend pour être un backup global, principalement sur le côté droit, ça a l'air d'être le poste en plus que lui, il préfère, donc je pense qu'on risque de l'utiliser principalement sur ce côté droit, comme j'ai dit, le joueur qui rentre dans l'axe avec son pied gauche, pour frapper, faire une passe, mais voilà, provoquer vers la surface. Il pourrait très bien aussi doubler et être un backup en tant que numéro 10 aussi. Il y a déjà joué, et plus ou moins c'est la position qu'il occupait, on va dire, à Hambourg cette saison. Donc ça peut être aussi une possibilité de l'avoir en tant que numéro 10. De ce que j'ai vu aussi, on peut très bien le retrouver, alors ponctuellement, certainement plus qu'autre chose, sur le côté gauche. Maintenant, je le vois plus sur les 2 premières principales positions qui sont ailier droit et numéro 10. Donc là, après, j'ai fait un récap du secteur offensif aujourd'hui, avec ce qui a été donné comme information, et donc l'arrivée de Adam Karabekh.
c'était de voir un petit peu le secteur offensif aujourd'hui à l'OL, ce qu'on a comme possibilité. Donc, côté droit, on a quand même potentiellement 4 joueurs. Je dis bien potentiellement parce que aujourd'hui, on attend un ailier droit titulaire. C'est ce qu'a dit Hugo Guillemet dans son article d'annonce de Karabekh. On attend normalement un ailier droit titulaire qui devrait être là d'ici à la fin du mercato. Donc on a Karabekh. On a en dépannage, je dirais, parce que j'estime que ce n'est pas sa position principale et préférentielle, Hensley Maitland-Niles. Et on a Nuama qui reviendra en cours de saison, certainement plutôt en janvier, février 2026. Donc, si on récupère bien cet ailier droit titulaire, on a au moins, on va dire, 2 joueurs sûrs, donc l'ailier droit titulaire et Karabekh, sur ce poste-là, avec possibilité d'avoir un Maitland-Niles s'il est toujours là, à la fin du mercato, pour dépanner aussi. Soulch pourrait aussi, c'est pour ça que j'ai mis la petite flèche noire vers ce côté-là. Soulch pourrait aussi venir jouer ce côté-là. Pareil, je pense que ce serait plus quelque chose de ponctuel et en cas vraiment de besoin, parce que je le vois plus en tant que numéro 10, axial, vraiment sur ça, ou alors vraiment sur le côté gauche. Donc voilà, c'était le but, c'est de vous donner une petite idée du secteur offensif aujourd'hui. Je dirais je dirais qu'on a au moins 3 joueurs à gauche, 4 joueurs à droite, 3 en tant que numéro 10 si on compte Soulch, Tolisso et Mera, qui sont 2 joueurs capables aussi de jouer sur ce positionnement-là. Ça dépendra de la façon de jouer de Paulo Fonseca, de ce qu'il voudra mettre en place. Et devant, on a donc Gomez Rodriguez, Mikotadze et le fameux attaquant backup qu'on recherche aussi, qui j'espère aura un profil assez différent de Mikotadze et Gomez Rodriguez, plutôt fixe, point d'ancrage, bon de la tête, voilà, un joueur dans un style vraiment différent et qui ramènerait aussi de la taille. Donc parce que voilà, j'en ai parlé tout à l'heure sur la taille de Karabekh, 1m87, quand on regarde tous les autres joueurs qu'on a autour, c'est le seul, je pense, qui dépasse le 1m80, là comme ça, j'ai pas forcément vérifié, mais en tout cas, c'est le plus grand. Quoi qu'il arrive à 1m87, c'est le plus grand de tous nos joueurs offensifs aujourd'hui. Donc ce serait bien que l'attaquant backup soit aussi un joueur assez grand en termes de profil pour varier un petit peu, parce que c'est bien d'avoir un joueur aussi un petit peu différent de ce point de vue-là. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans ce cas-là à la liker, la partager, commenter la vidéo bien évidemment, vous abonner à la chaîne. Voilà. Merci, à la prochaine.